quel est le mensonge qu'on nous a fait avaler sur le cholestérol? C'est l'idée complètement absurde que le cholestérol bouche les artères. On dit plutôt, il faut prendre les médicaments anti-cholestérol parce que ça sauve des vies. Et ça, c'est le deuxième mensonge. Vous, docteur, est-ce que vous recevez des pressions? J'ai eu des plaintes au Conseil de l'Ordre. 5 professeurs du CHU de Grenoble ont porté plainte contre moi. Quelle est la fonction première du cholestérol dans notre organisme? Il y en a de multiples. C'est pour ça qu'il ne faut pas y toucher. Les concepts de bon et de mauvais cholestérol, il faut oublier ça. C'est bon pour Walt Disney. Pour un scientifique, ça n'a aucun sens. Les causes des maladies cardiovasculaires, c'est d'une part une prédisposition génétique et puis il y a D'accord. too beautiful to be true, trop beau pour être vrai. J'aimerais que vous nous disiez quels sont ses bienfaits. Moins de cancer, moins de diabète, moins de dépression, moins d'Alzheimer. C'est la bonne santé. Qu'est-ce qui fait que le cholestérol devient bas à un moment donné dans sa vie? C'est les médicaments. Quel type de médicaments? Eh bien, les médicaments anti-cholestérol. Oh, mais c'est une spirale infernale. Un individu normal, il mange à peu près 500 mg de cholestérol par jour. Dans le même temps, la même personne va consommer 50 grammes d'acide gras. Ça fait 100 fois plus. La médecine conventionnelle a complètement décroché par rapport aux questions que moi je soulève. Est-ce qu'il est important, voire utile, de surveiller son taux de cholestérol? Alors là, vous avez un autre business qui se met en place, c'est le business des laboratoires. J'ai constaté une petite chose. Plus de 60% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. 60%, ça fait beaucoup quand même. Donc j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous aimez notre travail et que vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous maintenant et moi, en retour, je m'engage à écouter vos feedbacks, inviter les meilleurs experts au monde et continuer à réaliser un show de qualité. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Pendant longtemps, les maladies cardiovasculaires étaient considérées comme des maladies de fin de vie. Aujourd'hui, elles touchent des adultes de plus en plus jeunes. Alors comment en est-on arrivé là? Et surtout, que peut-on faire pour préserver notre cœur, notre santé et notre qualité de vie sur le long terme? Pour répondre à ces questions, je reçois un expert reconnu mondialement, spécialisé en cardiologie et chercheur au CNRS. Il s'est formé dans les centres hospitaliers les plus prestigieux avant d'exercer à Genève, Montréal puis Lyon, où il a mené des recherches de haut niveau. Il est reconnu pour ses travaux pionniers sur les liens entre alimentation et santé cardiovasculaire. Il a publié plus d'une vingtaine d'ouvrages sur le cœur, le cholestérol et la nutrition. Il n'a jamais hésité à défendre une parole libre, même quand ses idées bousculent les croyances établies. Docteur Michel Delorgeril, bonjour et bienvenue dans le Manal Show. Bonjour, merci de votre invitation. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui et de nous accorder votre temps qui est précieux. Pour commencer, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Ce que j'aimerais savoir, dans un premier temps, docteur, c'est quel est le mensonge qu'on nous a fait avaler sur le cholestérol? Alors sur le cholestérol lui-même, je pense que c'est l'idée complètement absurde que le cholestérol bouche les artères. Ça, c'est pas forcément d'ailleurs un mensonge, hein, c'est une désinformation basée sur des idées reçues, propagées par des gens qui n'ont pas assez travaillé, qui par exemple, qui n'ont pas vérifié les artères coronaires des gens qui étaient morts d'un infarctus. Et c'est le cholestérol et le grand méchant loup, si je puis dire. Alors, quand quelqu'un meurt d'un infarctus, si on ouvre les coronaires à l'autopsie, on devrait trouver du cholestérol. Ça n'arrive jamais. Donc le cholestérol ne bouge pas les artères. Voilà, ça c'est sûr. Ceux qui défendent encore cette idée-là sont rares. Hein. Il y a eu une évolution dans l'idéologie, parce que c'est pas de la science, hein, c'est dans l'idéologie des défenseurs de l'idée que le cholestérol est dangereux et bouche les artères. Il y a eu une évolution, et maintenant on le dit plus ça. On dit plutôt, il faut prendre les médicaments anti-cholestérol parce que ça sauve des vies. Et ça, c'est le deuxième mensonge. C'est le deuxième mensonge. C'est le deuxième mensonge très important, mais alors là, vous voyez bien qu'il y a derrière ça du business et il est très difficile de revenir aujourd'hui, en 2025, sur ce genre de mensonge, parce que comme ça fait 40 ans
que l'on fait croire aux gens que le cholestérol bouche les artères et qu'il faut prendre des médicaments anti-cholestérol, c'est pratiquement impossible pour les académiciens, les docteurs à la Sorbonne, les autorités sanitaires, les sociétés savantes, de venir maintenant face au public et de lui dire on s'excuse, on s'est trompé, peut-être que non. Oui, c'est impossible. Donc ils sont pris dans un engrenage tel que ils perpétuent ces idées. Alors, je ne dis pas mensongères parce que beaucoup de ceux qui les défendent ne sont pas forcément des menteurs. Ce sont des gens qui croient simplement à ce qu'on leur a dit, Oui. à ce qu'on leur a enseigné et ce qui est répété jusqu'à la nausée par les autorités sanitaires, les ministres, les sociétés savantes. Il faut bien voir que les sociétés savantes, Société française de cardiologie, Société européenne de cardiologie, Société américaine de cardiologie, là, ce qu'on appelle l'American Heart Association, ce sont des institutions prestigieuses qui en fait ne vivent que grâce à l'industrie pharmaceutique. C'est pas avec les cotisations des médecins que la Société européenne de cardiologie peut vivre, vous voyez, de manière luxueuse. Non, c'est possible uniquement s'ils ont des cadeaux de l'industrie pharmaceutique et par conséquent, ils sont prisonniers de cette espèce carcan. de ce carcan. Voilà, vous De l'avez toute dit. façon, on va parler des statines plus en détail, bien sûr, dans cet entretien. Mais pour bien comprendre, dans un premier temps, docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est concrètement le cholestérol? Oui, c'est une molécule de la famille des stérols. Et vous voyez que déjà, je ne dirais pas que c'est un mensonge, mais vous voyez, déjà, on est face à une absurdité totale. Ce n'est pas un lipide, c'est un stérol. Vous voyez, il y a différentes familles de substances dans la nature et dans notre organisme. Et qu'est-ce qui On sait, caractérise justement ce cholestérol? c'est ça, c'est un type de molécule plate avec un certain nombre d'atomes de carbone, etc. Mais ce qui le caractérise, c'est plutôt sa physiologie. Vous voyez, c'est très important parce que si vous allez vous faire une prise de sang au laboratoire au coin de la rue, eh bien, et parce que votre médecin vous demande quel est votre cholestérol, quand je vais vous rendre les résultats, vous verrez, ça sera bilan lipidique. Il y aura le cholestérol, et puis ensuite il y aura les lipoprotéines, le bon cholestérol, le mauvais cholestérol, HDL, LDL, etc. Mais le cholestérol n'est pas un lipide. Vous voyez, la désinformation, elle commence au niveau le plus vulgaire, dans le sens... Oui, ça commence mal dès le début, en fait. On le met dans la mauvaise catégorie. Absolument. C'est un stérol. C'est pas un lipide. Les lipides, on les connaît. Les lipides sont des substances qui sont insolubles dans l'eau. C'est pas le cas du cholestérol. D'accord. Insolubles dans l'eau, ce sont les acides gras. Oui, mais c'est les acides gras, eux, ce sont des lipides. Alors, les acides gras, ça fait partie de notre nutrition de tous les jours, vous voyez. Je vais vous donner des chiffres pour que vous compreniez l'importance qu'il y a. Tous les jours, vous mangez un peu de cholestérol. Il n'y a pas de cholestérol dans les plantes, c'est dans les produits animaux. D'accord, donc je mange du cholestérol quand je mange du poulet, par exemple? Bien sûr, du poulet, des œufs, du bœuf, des charcuteries, etc. En moyenne, un individu normal, il mange à peu près 500 mg de cholestérol par jour, c'est-à-dire 0,5 grammes. Dans le même temps, la même personne va consommer 50 grammes d'acide gras. 50 grammes à 0,5, ça fait 100 fois plus. Ah oui. Vous voyez, si on parle de lipides, l'important, ce sont les acides gras, les vrais lipides, et pas le cholestérol. Le cholestérol, tout à fait Et secondaire. selon vous, pourquoi est-ce qu'on met le cholestérol dans la mauvaise catégorie? Parce que c'est quand même important, les appellations, hein? Oui, absolument, c'est très important. Alors pourquoi? Et là, on en vient à l'importance physiologique du cholestérol. Pourquoi il est important et pourquoi il ne faut pas
perturber le métabolisme du cholestérol? Eh bien, parce que le cholestérol, le bon Dieu, si vous voulez, s'en est servi pour nous fabriquer. Hein, il est inclus dans les membranes des cellules, et les membranes des cellules, ce sont des lipides. Mais pour solidifier ces membranes cellulaires, le bon Dieu, il a utilisé le cholestérol. Et donc, il y a ce qu'on appelle des radeaux solides dans les membranes, qui sont très importantes parce que les membranes, évidemment, on dit que ce sont des mosaïques fluides, vous voyez. Oui, mais attendez, il faut aussi solidifier ces membranes pour permettre, par exemple, les rapports des cellules entre elles, ou pour permettre que des récepteurs réceptionnent des hormones, ou qu'il y ait des canaux par lesquels passe le potassium, le sodium, etc. Enfin, la vie de la cellule. Eh bien, ce sont des petites zones qui sont riches en cholestérol qui servent de radeau. Pour qu'on comprenne bien, simplement, quelle est la fonction première du cholestérol dans notre organisme? Il y en a de multiples. Ah, C'est pour ça qu'il ne faut pas y toucher. Donc, il est indispensable à la stabilité des membranes cellulaires. d'accord. Ensuite, il est indispensable, et c'est pour ça qu'il y a la confusion avec les lipides, il est indispensable aussi pour le métabolisme des acides gras. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les acides gras, ce sont les vrais lipides. Hein. Il y en a 100 fois plus dans votre assiette que du cholestérol. Bon, mais ces acides gras, ils sont acides et ils sont Gras. gras. Jusque-là, je suis. S'ils sont gras, ça veut dire qu'ils sont insolubles dans l'eau. Oui, mais nous, on est fait d'eau. Ok. Et par exemple, comment je vais transporter mes acides gras dans le sang, par exemple, le tube digestif jusqu'au cerveau ou jusqu'aux muscles, etc. Il faut donc que je les rende solubles dans l'eau. Eh bien, le cholestérol sert à ça. D'accord, d'accord. Chaque molécule de cholestérol est appelée à un acide gras. C'est très important parce que ça le rend compatible avec notre milieu aqueux. Mais je vous ai dit aussi qu'il était acide et on ne peut pas laisser des acides en liberté dans notre sang ou dans nos cellules. Le cholestérol sert aussi à neutraliser l'acidité de l'acide gras. Ah, ok. Un cholestérol, un acide gras. Alors, il n'y a pas que le cholestérol qui sert à ça, parce que dans votre bilan lipide qui vous est rendu par le laboratoire, vous regarderez bien, il y a aussi les triglycérides. C'est une ligne importante. Les triglycérides, c'est 3 acides gras et 1 glycérol. Alors, vous voyez que là, le glycérol, c'est encore plus efficace que le cholestérol pour neutraliser la fonction acide des acides gras. La première chose que fait un réanimateur à l'hôpital, hein, c'est de vérifier l'acidité du sang, c'est-à-dire le pH. Il ne faut pas qu'il varie trop. Et donc, vous ne pouvez pas déverser des acides gras dans le sang comme ça. Il faut les neutraliser. Et le glycérol, c'est une toute petite molécule à 3 atomes de carbone qui neutralise 3 acides gras, encore plus efficace que le cholestérol. D'accord. Et ça, c'est une des fonctions du cholestérol. Il en a bien d'autres. Je vais vous donner quelques exemples absolument fondamentaux. Vous voyez, c'est une molécule vitale. Pourquoi? Parce que c'est le substrat de la fabrication. Le substrat, ça veut dire que c'est à partir du cholestérol qu'on va fabriquer, par exemple, les hormones sexuelles. Les œstrogènes, progestérone, testostérone chez les hommes, c'est fabriqué à partir du cholestérol. Et vous voyez que sans hormones sexuelles, il n'y a pas de reproduction. Oui. Il n'y a pas de reproduction de l'espèce. Et c'est pour ça que vous dites que c'est vital. C'est vital, absolument vital. Donc, il ne faut pas empêcher le cholestérol de donner naissance aux hormones sexuelles. Oui, mais c'est pas seulement ça. Vous voyez, le cholestérol, c'est aussi le substrat de l'hormone de stress qu'on appelle le cortisol. Et attendez, le stress, tout le monde dit il faut pas être stressé. Attendez, c'est la vie, le stress. Vous voyez, si vous êtes un prédateur, si vous n'êtes pas stressé, vous n'attraperez jamais la proie. Oui, et inversement, si vous êtes la proie, vous échapperez jamais au prédateur. Donc, il nous faut le cortisol. Et le cortisol, il est fabriqué à partir du cholestérol. Alors, et donc, c'est vital, à nouveau, pour la survie de l'espèce.
Bon, voilà, je vous ai donné plusieurs exemples sur le caractère absolument fondamental du cholestérol pour notre physiologie, pour notre survie. On entend souvent parler de bon et de mauvais cholestérol. Et là, j'aimerais quand même avoir votre avis. Qu'en est-il réellement? Oui. Alors, quand on vous parle de bon et de mauvais cholestérol, en fait, on ne vous parle pas de cholestérol. On vous parle des lipoprotéines. Ah, mais alors pourquoi on utilise le terme cholestérol? Alors, je ne veux pas dire à nouveau que c'est un mensonge, Mais ça l'est. mais c'est tellement idiot, c'est tellement naïf. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, on consomme chaque jour 100 fois plus d'acides gras que de cholestérol. Oui, mais il faut les transporter, ces acides gras. Vous voyez, il faut les neutraliser puis les transporter puisque eux, ils sont pas solubles dans le sang, dans l'eau. Le sang, c'est de l'eau. Donc, on les transporte dans des sacs. Et c'est ça que contiennent toutes les substances qui ne sont pas solubles dans l'eau. Et ces sacs, ça s'appelle des lipoprotéines. Parce que s'il y a un sac, ça veut dire qu'il y a une structure qui contient des lipides. D'accord. Et cette structure, ce sont des protéines. Donc une lipoprotéine, c'est un sac qui contient toutes les substances liposolubles et donc que l'on met dans un sac pour pouvoir les transporter dans le sang. Alors, parmi ces lipoprotéines, il y a celles qui partent, par exemple, du tube digestif. Manger des lipides, eh bien, vous embarquez tous ces lipides dans des lipoprotéines qu'on appelle des chylomicrons. Alors, ça part du tube digestif, ça va jusqu'au foie, ça circule un peu dans le sang et ça distribue des acides gras, éventuellement un peu de cholestérol. Vous voyez, il y en a 100 fois moins que les acides gras. C'est un peu comme le tramway, vous voyez, ça circule. À chaque station, je distribue. D'accord. Oui, mais ça, c'est lorsque vous avez mangé. Mais il y a toute une période dans la journée, de 24 heures, où vous n'avez pas mangé, vous êtes à jeun. Oui, mais vos cellules, pendant la période où vous êtes à jeun, et où il n'y a pas de chylomicrons, puisque vous n'avez pas mangé, les cellules ont besoin encore des acides gras. Pas seulement les acides gras, il y a des phospholipides, il y a des vitamines liposolubles, il y a toutes sortes de choses transportées par les lipoprotéines. Alors, quand vous êtes à jeun, eh bien, c'est le foie qui va fabriquer des lipoprotéines et qui va les mettre en circulation pour aller distribuer le contenu, c'est-à-dire les acides gras, le cholestérol, les vitamines, etc., à toutes les cellules de l'organisme. Et comme cette lipoprotéine, on dit LDL parce qu'en anglais, c'est Low Density Lipoprotein, mais ça part du foie et ça distribue. Alors on dit, oh, c'est du mauvais cholestérol. Mais non, ça n'a rien de mauvais, puisque ça va distribuer les substances, les acides gras, le cholestérol, les vitamines, les phospholipides, etc., indispensables à la vie des cellules. Oui, mais si vous avez dans l'idée que c'est le cholestérol qui va faire des bouchons dans les artères, alors vous dites, oh, mais il n'est pas gentil celui-là, puisqu'il transporte du cholestérol. Alors, je ne vais pas dire que c'est un mensonge, c'est stupide. Vous voyez, c'est au contraire des lipoprotéines qui apportent des substances indispensables à la vie des cellules. D'accord, donc en fait, il faut surtout pas s'attacher aux termes, aux adjectifs bons ou mauvais, qui nous induisent totalement en erreur. Totalement, parce que ce que vous appelez le bon cholestérol, c'est en fait d'autres lipoprotéines qui sont fabriquées par le foie aussi, mais quand le foie les met en circulation, elles sont vides. Et ces HDL, on les appelle comme ça, c'est HDL, High Density Lipoprotein, en anglais. Oui. Alors, ça, ces lipoprotéines, elles vont chercher toutes les ordures des cellules, elles les embarquent, elles les ramènent au foie pour que ce soit recyclé. Vous voyez, c'est le camion à ordures. Ouais. Et c'est ça qu'on appelle le bon cholestérol. Pourquoi? Parce qu'il ramène du cholestérol de la périphérie vers le foie. Mais généralement, c'est du cholestérol qui est un peu abîmé et dont les cellules ne veulent plus. Ça n'a rien de bon, ça. C'est des ordures. Les concepts de bon et de mauvais cholestérol, il faut oublier ça. C'est bon pour Walt Disney, c'est bon pour des comics, comme on dit, mais pour un scientifique ou pour un médecin qui a un minimum de culture scientifique, ça n'a aucun sens.
Avec, Oubliez. avec tout ce que vous nous dites sur les erreurs qu'on commet à propos du cholestérol, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est important, voire utile, de surveiller son taux de cholestérol? Alors là, vous avez un autre business qui se met en place. Ah, C'est le business des laboratoires de biologie. d'accord. Hein. Oui, les gens font la queue le matin à jeun pour qu'on leur mesure leur cholestérol avec la prise de sang. Si vous privez ces laboratoires de cette manne, vous allez nous faire beaucoup d'ennemis. Ça, c'est totalement du business. C'est complètement du business, ça ne sert à rien. Au contraire, laissez votre cholestérol tranquille. Si vous êtes jeune, si vous êtes plus âgé, si vous faites beaucoup de sport, en fonction de vos habitudes alimentaires, le cholestérol fluctue. Il fluctue pas dans la journée, hein, mais il fluctue de saison en saison, et ça sert à rien de le mesurer. Et ça, c'est une autre question que vous m'avez pas posée, et c'est qu'est-ce qui fait changer les taux de cholestérol? J'allais y venir, bien sûr, mais avant ça, je veux quand même rester sur cette histoire de laboratoire parce que malgré ce que vous nous dites, pourtant, hein, quand on va chez le médecin, ce qu'il nous demande de faire, c'est une prise de sang justement pour mesurer et contrôler le cholestérol. Est-ce qu'on doit justement l'envoyer balader en lui disant mais c'est n'importe quoi, j'ai pas besoin de faire ça? Alors, soyons très pragmatiques. On ne doit jamais envoyer balader son médecin. Ah, pourquoi? Jamais. Mais non, attendez, vous êtes une simple citoyenne et vous allez dire à un monsieur ou une dame qui a fait 7 ans d'études, 10 ans d'études, qui a une pratique médicale quotidienne, qui s'épuise au travail, vous allez lui dire ce que vous me racontez, docteur, ça ne m'intéresse pas et je ne veux pas faire ce que vous me dites de faire. Il faut pas dire ça à un médecin, vous voyez, c'est une offense. C'est quasiment une insulte. Vous voyez, Même si on est dans le vrai, même si c'est notre droit finalement, bah, de nous opposer à des choses qui nous paraissent ridicules comme vous venez de le décrire. oui, mais moi je le dis, mais la Société française de médecine générale, la Société européenne de cardiologie, ils disent autre chose. Ouais, Vous ouais. voyez, on vit une époque de désinformation. On l'a vu avec la... Hein, vous avez vu, c'était un spectacle épouvantable. Hein, le lundi, il fallait mettre les masques ne servaient à rien et c'était indispensable et même obligatoire. Sur le cholestérol et les médicaments anti-cholestérol, oui, ça fait des décennies qu'on raconte n'importe quoi, sauf que votre médecin, dans son cabinet, lui, il a tellement de travail. On lui a bourré le crâne avec toutes sortes d'idioties que si vous lui dites que vous n'avez pas confiance en lui, il va vous dire, mais écoutez, allez voir ailleurs. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas Oui, alors? non, je pense qu'il faut rien dire. Il faut dire oui, docteur, merci, docteur. Donc, vous lui montrez du respect, mais vous faites pas forcément ce qu'il vous dit de faire. En fait, ce que vous nous conseillez, c'est de ne pas rentrer en confrontation avec son médecin. Pourquoi? Non, il faut pas faire Pourquoi? Est-ce ça. que vous avez déjà vu des cas, des témoignages? Ah, oui, oui, ça a été, il y a des circonstances, il y a des conflits entre médecins et patients, on m'en raconte tous les jours. Et il faut pas être en conflit avec votre médecin parce qu'il peut vous rendre service, hein. Il fait de son mieux. Mais c'est pas un menteur, il fait de son mieux. Il fait ce que la société, les autorités sanitaires, la HAS, le ministre lui dit de faire. Donc lui, il est en pleine conscience, il fait ce qu'on lui dit de faire. Vous voyez, et quelquefois, mon professeur vous dites non, ben, le cholestérol, ça bouche les artères, le mieux c'est de ne pas en avoir. Et ils le disent en toute sincérité, c'est totalement absurde. Vous voyez, on a besoin du cholestérol et quand on n'a pas de cholestérol, on est gravement malade. Il y a des maladies génétiques où les bébés naissent avec des taux de cholestérol très bas. C'est des choses que les médecins ne savent pas parce qu'on leur a pas enseigné. Ah, Mais il y a des syndromes. Oui, c'est pas enseigné. C'est pas enseigné, c'est pas détecté dans les maternités, etc. Et et pourtant, il y a des publications, il y a des livres. Il suffit de lire. Mais si on vous le dit pas quand vous êtes à la faculté de médecine, ah ben vous le faites pas et puis vous répétez ce que le professeur du CHU vous a dit, vous a enseigné. Oui, même les normes de cholestérol, elles ont tellement évolué. Comment dire,
Quand j'étais étudiant en médecine, on s'en foutait du cholestérol. Oui, dans les années 70, on s'en foutait. Quelqu'un qui avait 3 grammes de cholestérol, et alors? Par contre, ce que l'on craignait, c'est les cholestérols très bas, parce que c'était une manifestation d'insuffisance hépatique. Vous voyez pourquoi? Hein, si le foie est malade, il est plus en circulation du cholestérol, c'est un signe d'insuffisance Bon, en hépatique. tout cas, ce que vous nous préconisez, c'est de rester courtois et bienveillant avec son médecin. Et à la limite, ce qu'on peut faire, c'est lui offrir votre livre en partant. Ça le fera peut-être réfléchir. Alors celui-là, il est un peu ancien. Ah, mince, j'y étais Oui, presque. moi, je lui offrirais plutôt celui-là. Celui-ci, qui est à Oui, jour. oui. D'accord. Pourquoi? Et puis celui-là aussi. Ah bah je l'ai aussi, parfait. D'accord. Oui. Non. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que se disputer à propos du cholestérol, Ouais, c'est je comprends. inutile, parce que il faudrait qu'ils se mettent à lire, à travailler, etc. Ils n'ont pas le temps. Hein, la profession médicale est une profession en souffrance aujourd'hui. Hein, il y a des déserts médicaux. Il y a des gens, les médecins veulent plus aller. Vous voyez, il y a certaines banlieues où ils sont agressés. Donc c'est un métier qui est devenu très difficile, et donc si les patients en plus sont eux-mêmes agressifs, vous voyez, faut l'éviter. Je pense qu'il faut éviter les discussions sur le cholestérol lui-même et plutôt discuter l'intérêt des médicaments anti-cholestérol. Alors on va continuer justement sur le cholestérol. Qu'est-ce qui le fait évoluer et à quel moment on doit s'inquiéter du coup? Alors, personnellement, ce que je crains le plus, c'est quand le cholestérol est bas. D'accord. Ça, c'est pas bon du tout. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'un cholestérol bas, que ce soit chez un enfant, un adolescent ou un adulte, quand un cholestérol est très bas, là, on sait très bien que c'est la porte ouverte à un certain nombre de pathologies. Pathologies du système immunitaire, on va faire plus facilement des infections, on va faire plus facilement des cancers, on va faire plus facilement des dépressions. Ah, Et donc, oui, bien sûr, les neurones sont pleins de cholestérol. Ah, le cerveau, c'est l'organe qui contient le plus de cholestérol. Pourquoi? Parce que pour que les neurones fonctionnent bien, il faut qu'ils communiquent entre eux par des fils qu'on appelle des axones. Et ces axones, ils sont emballés dans une substance qu'on appelle la myéline. Et la myéline, c'est riche en cholestérol. Il y a des cellules spécialisées dans le cerveau pour fabriquer la myéline. Et les maladies démyélinisantes, sclérose en plaques, etc., ce sont des maladies graves. Et il ne faut pas manquer de myéline, donc il ne faut pas manquer de cholestérol. et alors comment on peut se retrouver avec un cholestérol bas? Qu'est-ce qui provoque ça? Alors, soit pour des raisons génétiques, hein, il y a la synthèse endogène. Chacune de nos cellules est capable de fabriquer du cholestérol en fonction de ses besoins. Quelquefois, par exemple, les cellules de l'ovaire ne fabriquent pas assez de cholestérol pour elles-mêmes, et donc elles sont obligées d'utiliser le cholestérol que lui envoie le foie. D'accord. Même chose avec les cellules des testicules. Même chose avec les surrénales. Vous voyez, donc le cholestérol est très important pour ces organes, mais quelquefois, nous naissons avec des troubles de la synthèse endogène du cholestérol. C'est-à-dire notre capacité, chacune de nos cellules a une capacité à fabriquer le cholestérol dont elle a besoin. Quelquefois, ça ne suffit pas, il faut aller prendre du cholestérol qui circule dans le sang. Mais pour beaucoup de cellules, notamment les neurones, il y a là des cellules spécialisées dans la fabrication du cholestérol. Malheureusement, il y a des maladies génétiques de la synthèse du cholestérol. Et mis à part les maladies génétiques, qu'est-ce qui fait que le cholestérol devient bas à un moment donné dans sa vie? C'est les médicaments. Quel type de médicaments? Eh bien, les médicaments anti-cholestérol. Oh! Mais c'est une spirale infernale! Oui. Alors, il y a aussi des maladies du foie. Hein, comme le foie, c'est l'organe qui produit du cholestérol pour d'autres cellules. Si vous avez une maladie du foie, eh bien, votre cholestérol, le foie ne peut plus mettre en circulation du cholestérol, mais l'hypoprotéine en général. Et c'est pas bon, hein, ça veut dire insuffisance hépatique. Donc, mauvais pronostic. Mais les fluctuations du cholestérol
dans la vie d'une personne. Et il y a d'autres causes que la génétique et que les médicaments. C'est quoi les autres causes? Ben, par exemple, l'âge et les hormones. Vous voyez, je vous ai donné l'exemple des ovaires, mais au moins, les ovaires fabriquent des hormones sexuelles, estrogène, progestérone, etc., à partir du cholestérol. Oui, mais à la ménopause, les ovaires sont épuisés et ne fabriquent plus d'hormones sexuelles. Là, ça entraîne des souffrances de pratiquement tous les tissus de notre organisme. Vous voyez, chez la femme, je prends les ovaires, mais c'est la même chose pour les testicules chez l'homme, hein, mais ça entraîne un vieillissement accéléré, la ménopause. Hein, la peau s'abîme, les cheveux s'abîment, les muscles s'abîment, et pratiquement tous les organes sont en souffrance, en manque d'hormones sexuelles. Et donc, tous ces organes envoient au cerveau le message, s'il te plaît, envoie-nous des hormones sexuelles. Et qu'est-ce que fait le cerveau? Eh ben, il dit aux ovaires, fabriquez des... Oui, mais les ovaires sont épuisés. Mais en même temps qu'il dit aux ovaires ou aux surrénales, fabriquez des hormones sexuelles, il dit au foie, envoie donc du cholestérol aux ovaires pour qu'ils aient le matériel pour faire les hormones sexuelles. Et donc le cholestérol monte dans le sang. Ah, c'est à ce moment-là que ça monte, d'accord. Ah oui, au moment de la ménopause et au moment de l'andropause, le cholestérol dans le sang Donc monte. il y a beaucoup de Et oui, femmes à la ménopause qui se retrouvent avec un cholestérol élevé. oui, pas forcément très élevé, mais ça monte, ça c'est sûr. Et c'est le cerveau qui le décide. Et à ce moment-là, le Oui, médecin va prescrire des médicaments. et voilà. Et c'est justement ce qu'il faut pas faire. Alors, il peut faire autre chose, le médecin. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il peut faire autre chose. Il peut donner des hormones de substitution, des hormones sexuelles. Ah, la ménopause, c'est une des questions qui se posent chez le gynécologue. Docteur, est-ce que je dois prendre des hormones de substitution? Certains médecins le font. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe quand on donne une hormone de substitution? Eh bien, le cholestérol diminue. Eh oui, puisque les cellules sont contentes, elles ont leurs hormones, donc elles n'envoient plus au cerveau le message, fais-nous des hormones et donne du cholestérol aux ovaires. Oui, mais le risque cardiovasculaire, qu'est-ce qui se passe là quand on donne des hormones de substitution? Je sais pas, dites-le nous. Le risque cardiovasculaire augmente. Ah, d'accord. Vous avez ce phénomène extraordinaire d'une diminution du cholestérol d'un côté et une augmentation des complications cardiovasculaires en même temps et des cancers. Et ça a donné lieu, à des discussions, à des controverses épouvantables à propos des hormones de substitution à la ménopause. Beaucoup de femmes l'ont compris, ils n'en veulent plus. Et oui, mais les hormones de substitution, ça favorise les cancers, ça favorise les pathologies cardiovasculaires. Alors, quelquefois, les femmes ont de tels symptômes de la ménopause que finalement, elles acceptent transitoirement Oui, de pour prendre soulager des un peu. hormones. Bon, Mmh. pour soulager un peu. Alors, là, c'est pas ma discipline, donc je vais pas le discuter, mais pour certaines femmes, c'est vraiment invivable, hein, les bouffées de chaleur, etc. Donc, si transitoirement on donne des hormones, alors après on va dire est-ce qu'on met des patchs, est-ce qu'on prend ceci, est-ce que bon, c'est pas la question. La question c'est que quand vous donnez des hormones de substitution, vous diminuez le cholestérol et vous augmentez le risque cardiovasculaire. C'est je sais pas s'il y a de belles démonstrations de l'importance du cholestérol dans le risque cardiovasculaire. Ah, c'est très, très important là, ce que vous nous dites. Moi, honnêtement, j'ai entendu ça nulle part, vraiment. Et Oui, et je suis pourtant, ravie qu'on c'est un prenne le temps d'en classique. parler. Oui, c'est un classique, mais pas pour tout le monde, visiblement. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'on doit s'inquiéter lorsque le cholestérol est bas, jamais lorsqu'il est élevé. Est-ce que vous pouvez justement nous donner je dirais des repères pour savoir où on se situe? Quels sont les datas qu'on peut surveiller? Alors, moi, je pense que mesurer une fois le cholestérol dans la vie de quelqu'un,
Alors, ça peut être en pédiatrie, mais les pédiatres ignorent complètement ces questions. Et en plus, si derrière il y a une maladie génétique, ils ne savent pas faire le diagnostic de cette maladie génétique. La plus fréquente, c'est le SLOS. Alors, si vous avez des auditeurs qui veulent vérifier ça, SLOS, SLOS, hein, c'est Smith-Lamy syndrome, ils peuvent aller vérifier. Il y a deux seuls laboratoires aux USA qui font ce test génétique. En Europe, à ma connaissance, il n'y a personne. Ah oui. C'est quelque chose qui est inconnu et pourtant publié, pourtant officiel. Je ne comprends pas. Et c'est d'autant plus important, ça, pour les jeunes mamans, c'est que ce SLOS, ce syndrome, avec un cholestérol donc qui est très bas, c'est parfois difficile à diagnostiquer parce que dans les dosages, bon, d'abord, on ne mesure pas le cholestérol chez les nouveau-nés. Oui, c'est ce que j'allais dire, hein, c'est pas quelque chose qui est forcément pratiqué. Hein. Non, voilà. Ouais. Mais et pourquoi c'est très important? Parce qu'il y a une maladie qui est un diagnostic différentiel. C'est le syndrome fœtal alcoolique. Le SLOS d'un côté, le syndrome fœtal alcoolique, ça se ressemble beaucoup. Voilà. Et quand vous avez quelque chose qui ressemble à un SLOS, souvent, on en fait un syndrome fœtal alcoolique. Et c'est très difficile pour les jeunes mamans parce que elles n'ont pas bu d'alcool. Oui, Ouais. et on leur dit, ben, si votre bébé il a ça, c'est que vous avez bu de l'alcool. Oui, j'ai bu une fois une bière avec une copine. Et ben voilà, et ben voilà, c'est de votre faute si votre bébé il est mal formé. En dehors des enfants, en dehors des bébés, quand on est adulte, quels sont les indicateurs, les repères que vous pouvez nous donner? Non, je dirais que ça sert à rien de mesurer le cholestérol et de lipoprotéines. D'accord. Alors, alors, et d'autant plus si c'est au moment de la ménopause, etc. Mais il y a un autre facteur qui est très important dans les fluctuations du cholestérol, c'est évidemment la nutrition. Mmh. Alors, en fonction de la façon dont vous mangez, il peut y avoir des petites fluctuations du cholestérol. Alors, certains pensent que c'est à cause du cholestérol qui est dans l'alimentation, mais comme je vous l'ai dit, il y a très peu de cholestérol, même pas 1 gramme dans notre alimentation, à moins que vous mangiez une douzaine d'œufs tous les jours, et alors, il y a très peu. Donc, c'est pas le cholestérol alimentaire qui régule le cholestérol du sang. OK. Ce sont d'autres acides gras, et il se trouve, et on a longtemps travaillé sur ces questions-là, ce sont des acides gras les acides gras ont besoin du cholestérol pour leur métabolisme, d'où la confusion, on fait croire que le cholestérol est un lipide. Mais on a même fait des équations en fonction des acides gras saturés, mais on va pas rentrer dans ces questions-là parce que ça devient compliqué, les saturés, les insaturés. Parmi les insaturés, il y a des monoinsaturés, il y a des polyinsaturés. Parmi les polyinsaturés, il y a les oméga 3, les oméga 6, les oméga 7, les oméga 9. Oui, pour une émission comme celle-ci, je pense que c'est trop compliqué. Mais il faut savoir quand même que le type d'alimentation que nous avons peut influencer le taux de cholestérol dans le sang. Mais le plus important, ce n'est pas de mesurer le taux de cholestérol, c'est d'évaluer les habitudes alimentaires des gens, parce que c'est ça qui fait le pronostic. C'est pas le Oui, cholestérol, c'est d'aller c'est à les la habitudes source, alimentaires. à la source du problème. Et on va parler de l'alimentation, bien sûr, dans un second temps. Avant ça, docteur, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est l'hypercholestérolémie? Alors, l'hypercholestérolémie, elle a eu une définition variable dans l'histoire de la médecine. Quand j'étais étudiant en médecine, vous pouvez avoir 3 grammes par litre, 3 grammes de cholestérol dans le sang, ça ne dérangeait personne. À partir de quel moment c'est devenu un problème? Alors, c'est pas que c'est devenu un problème, c'est on en a On fait en un a fait un problème, problème. un vrai problème au moment où on a eu des médicaments anticholestérol, Ah, les fameuses statines. Jusque-là, y compris dans les hôpitaux universitaires. Alors, une anecdote, hein, vous avez gentiment rappelé une partie de mon curriculum vitae
en disant que j'avais travaillé dans des grands hôpitaux universitaires, notamment en Suisse, euh, au Canada, en Amérique du Nord, et puis ensuite en France et notamment à Lyon. Et donc j'ai vu évoluer toute cette idéologie autour du cholestérol très jeune, très tôt, quand j'étais déjà cardiologue, hein, j'étais déjà bon professionnel. J'ai été intéressé par le cholestérol parce on en parlait dans certains milieux, on va dire comme ça. Je m'intéressais moi déjà à la nutrition, aux oméga 3, etc. Bon, il y avait le cholestérol au milieu, je m'y suis intéressé. Mais quand j'étais à Genève, comme quand j'étais à Montréal, j'étais le seul parmi les cardiologues à m'intéresser au cholestérol. Tout le monde s'en foutait, mais quand je dis s'en foutait, c'est-à-dire qu'ils se moquaient de moi parce que je regardais le taux de cholestérol des patients. Vous voyez, pendant très longtemps, les cardiologues ne s'intéressaient pas à ça, jusqu'au jour où on a eu des médicaments. Donc, par exemple, les statines, il y a eu d'autres médicaments qui baissaient le cholestérol, mais qui étaient complètement inefficaces pour la prévention des maladies cardiovasculaires. On avait aussi des régimes anti-cholestérol. Là, je vous ai parlé des différents types de lipides. Il y a eu je raconte ça dans mes livres, hein, il y a eu plusieurs essais cliniques testant certains modèles alimentaires qui diminuent le cholestérol pour voir si ça avait un effet sur le risque cardiovasculaire. C'était toujours des échecs. Donc, plus il y avait des études avec des médicaments ou avec des régimes anti-cholestérol et qui échouaient, et moins les cardiologues s'y intéressaient, jusqu'au jour où, miracle, on a enfin eu une famille de médicaments, les statines, qui diminuaient le cholestérol et qui avaient un effet sur le risque cardiovasculaire. Voilà, c'est pour vous dire que j'ai pas été un fanatique de l'anti-cholestérol ni du pro-cholestérol récemment. Ouais, j'ai 40 ans d'expérience sur ces questions-là, avant même que les statines arrêtent. Mais ce qui s'est passé avec les statines, c'est un phénomène qu'on a revécu avec la Covid, c'est que l'industrie, ayant une nouvelle classe de médicaments, a fait croire aux médecins, avec la complicité de certains experts, a fait croire qu'on avait une réduction du risque cardiovasculaire avec ces médicaments anti-cholestérol. Et justement, les statines font partie des médicaments les plus prescrits au monde. Vous nous avez dit qu'ils peuvent être dangereux. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'effets secondaires que vous avez, vous, constatés? Oui, bien sûr. Alors, ce sont des médicaments que l'on prescrit à des posologies variables. D'abord, il y a plusieurs types de statines, et puis on les donne à des posologies variables. Alors, quand vous donnez la bonne posologie qui a été testée dans des essais cliniques pour diminuer de manière vraiment significative le cholestérol et avoir un effet sur le risque cardiovasculaire, alors là, immanquablement, les gens se plaignent. Et donc, les médecins qui les prescrivent, ils savent ça. Donc, ils baissent les doses. Mais ils baissent les doses jusqu'à ce que le patient ne se plaigne plus. Oui, et à ce moment-là, l'effet sur le cholestérol n'existe plus. Et c'est ça qui se passe en réalité dans notre société. On sait qu'aux doses vraiment efficaces pour abaisser le cholestérol, on a des effets indésirables, inévitables. Alors certains, c'est les douleurs, d'autres, c'est la dépression, d'autres, c'est le diabète, ça provoque le diabète. Vous voyez, le diabète, c'est un vrai facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Oui, mais les statines favorisent le diabète. La dépression est un facteur de risque cardiovasculaire. Oui, mais les statines provoquent la dépression. C'est toxique pour le rein. Oui, donc il y a toutes sortes d'effets indésirables, mais les médecins essayent d'échapper à ça. Ils sont tous conditionnés, mais certains se disent, tiens, c'est bizarre, bon, je vais baisser les doses, et puis ce patient ou cette patiente ne m'embêtera plus. Je fais mon métier conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé et du CHU à proximité. Mais s'il ne veut pas, je ne vais quand même pas l'obliger, etc., etc. Et c'est difficile pour le médecin parce qu'on lui dit, tu dois faire ça. Et en fait, ça marche pas parce que inversement, si vous allez aux urgences ou aux soins intensifs, il n'est pas rare d'avoir des patients sous statine avec un infarctus. Vous, est-ce que vous pouvez affirmer aujourd'hui, sans risquer une sanction de l'ordre des médecins,
que les statines ne servent à rien. Ah ben, non seulement je le dis, mais je l'ai écrit. Je l'ai écrit dans des livres en français, je l'ai écrit dans des articles scientifiques en anglais, multitude avec d'autres groupes de médecins. Donc je dis, ça sert à rien, c'est toxique. Mais j'ai eu une douzaine de plaintes au Conseil de l'ordre. Oui, mais, vous voyez, on vit une époque bizarre où On cherche à vous la faire taire. liberté, bien sûr, et me faire peur surtout. Ah oui. Oui, mais quand vous passez en chambre disciplinaire, il y a un juriste. Attendez, la liberté d'expression, c'est fondamental dans la constitution des pays démocratiques. Donc, c'est assez facile de se défendre en disant, écoutez, j'ai écrit ce livre, que mes adversaires ou que les gens, le professeur machin au CHU qui n'est pas content, publie lui-même un livre pour dire là où je me suis trompé, ou là où j'ai menti, éventuellement. Vous voyez. Alors, je m'en tire toujours. Alors, je suis toujours inscrit au Conseil de l'ordre des médecins. Ils ont voulu me ratifier, mais ils ont pas pu pour des raisons juridiques. Vous voyez. Alors, par contre, j'ai eu des avertissements. Vous voyez. L'avertissement, il disait, vous perturbez le fonctionnement de la consultation du professeur machin. Bah oui, parce que le professeur machin, oui, il y a il y a un article du code de déontologie qui dit vous ne devez pas perturber le fonctionnement de la consultation de votre collègue ou de votre médecin, etc. Et oui, mais parce qu'il y a, contrairement à ce qu'on croit, de plus en plus de gens qui, lorsqu'on leur prescrit la statine, disent oh, bah merci beaucoup. J'ai vu des articles dans les journaux anglais ou américains ou italiens ou suisses, etc. Et puis j'ai lu un des livres du docteur de l'Orgerie, et finalement, docteur, moi, j'en veux pas. Ah d'accord, je comprends. Et ça perturbe. Vous voyez, si vous êtes professeur et que vous ordonnez à tous vos collègues de faire comme ça, et c'est le patient qui dit merci beaucoup. Mais c'est vous qu'on traite de J'en veux pas. perturbateur. Et c'est moi le perturbateur, bien sûr. Ben c'est vrai, voilà. Mais vous voyez, rappelez-vous du Mediator. Rappelez-vous du Mediator. 35 ans de commercialisation du Mediator sans qu'il y ait une seule plainte d'un cardiologue, alors que les complications du Mediator, c'était des cardiopathies, c'était des maladies du cœur. Vous voyez, pas une seule plainte en 35 ans. Pour vous dire le niveau de discipline, hein, il fallait pas faire de mal à Servier. Et c'est comme ça. Et la dame de Brest qui a fini par faire sortir le truc, elle a été menacée. Elle est passée plusieurs fois devant le Conseil de l'ordre. Donc, on est, si je puis dire, vacciné contre ça. Donc moi, vous voyez mon âge, ils peuvent toujours porter plainte, je m'en fous. Oui, mais si vous êtes un jeune médecin, ce que vous redoutez le plus, c'est qu'on vous interdise de travailler. Et un jeune médecin, attendez, c'est son gagne-pain, sa consultation. Alors si il est radié, ne serait-ce que temporairement, attendez, il vit plus. Et donc, pour un jeune médecin, la pire des choses, c'est d'avoir une plainte au Conseil de l'ordre. Ils le savent et ils en jouent forcément. Vous, docteur, est-ce que vous recevez des pressions? Plus maintenant. Plus maintenant. À un moment, oui, bien sûr, quand j'ai commencé à sortir des articles scientifiques en 2005, il y a 20 ans. Alors là, bien sûr, j'ai rencontré des obstacles, des pressions, des professeurs ont publié dans le Figaro, etc. Mais de l'argent, il est complètement fou. Oui, mais plus maintenant, j'ai eu des plaintes au Conseil de l'ordre. 5 professeurs du CHU de Grenoble ont porté plainte contre moi. Vous voyez, c'est difficile à vivre, hein, de recevoir des lettres. C'est ce que j'allais vous demander. Du coup, sur le moment, comment vous le viviez, vous? Comment vous avez fait pour aller au-delà mentalement? Bien, moi, j'ai passé des concours du CNRS, donc je sais que je suis fonctionnaire, vous voyez, donc je risquais rien. Vous voyez, c'est pas un médecin installé en ville. Moi, je publiais ce que j'avais à publier, j'ai fait des études, on a publié avec des groupes internationaux des analyses, des essais cliniques testant les statines. On a montré que c'était des mensonges, on a montré que c'était biaisé. Voilà, c'est notre travail. Après, vous voyez, quand j'avais une plainte au Conseil de l'ordre,
répondait. Alors en général, ça se passait comme ça. Le professeur machin, il portait plainte avec 10 lignes, vous voyez, sur la plainte qui était envoyée au Conseil de l'ordre. Et moi, je répondais avec 30 pages. Donc, j'étais prêt. Ouais. Ouais, j'écrivais des livres. Vous voyez, quand Oui, ça vous avez arrive du devant des bagage. juristes, quand les dossiers arrivent devant les juristes, vous voyez, même s'ils sont très favorables au professeur machin, quand ils voient les 10 lignes contre les 30 pages, et parmi les 30 pages, il y a la démonstration que le professeur en question, il a des liens avec l'industrie pharmaceutique. Vous voyez, voilà, je risque pas grand-chose. Ouais, un avertissement, des choses comme ça. Est-ce qu'on a, selon vous, construit une peur du cholestérol dans le but unique de vendre des médicaments? Pas seulement, oui, bien sûr, pour les médicaments, mais pas seulement, parce que au départ, après la Seconde Guerre mondiale, au moment où il y a une épidémie épouvantable de maladies cardiovasculaires dans les grands pays occidentaux, rendez-vous compte, hein, après la Seconde Guerre mondiale, il y a 200 millions d'Américains à peu près, si je me souviens bien, et il y a 1 million de morts par an d'infarctus. Aujourd'hui, ils sont 350 millions et on en a plus que 50 000. Ah oui. Oui, il y a eu une épidémie incroyable et puis ensuite il y a eu une diminution. Alors, il y a plusieurs facteurs qui ont joué, notamment la régression du tabagisme. Bon, évidemment, le professeur machin, il va dire c'est grâce aux statines. Mais non, ça tient pas debout parce que la régression de l'épidémie, elle est survenue bien avant l'arrivée des statines. Bon, mais les premières batailles ont eu lieu entre les producteurs de produits animaux, la viande, les charcuteries, le corned beef, contre les végétariens ou ceux qui défendaient les céréales, qui défendaient les margarines, ou les huiles polyinsaturées contre le beurre, etc. Et c'était produits animaux contre produits végétaux. Et c'était, vous voyez, ça a donné lieu à des choses extraordinaires, hein, le fameux céréales du breakfast, hein, que l'on sert à nos enfants tous les matins, ça vient de là. D'accord. Hein, ça vient de là. Avant ça, le petit déjeuner américain typique, c'était des œufs avec du bacon et du beurre. Vous voyez, et donc, c'est donc des guerres commerciales qui sont derrière la problématique du cholestérol. Derrière le cholestérol, il y a d'abord des guerres commerciales. Ah, bien sûr. Et donc les guerres commerciales, elles ont commencé avec les aliments. Et donc, vous voyez, les produits laitiers et puis les viandes, etc., contre les végétariens, les céréaliers, les céréaliers, c'était l'huile de tournesol, l'huile de maïs, etc., l'huile de coton, et c'était des groupes Unilever, et c'était Unilever contre Lactalis, hein, c'était ça la guerre, hein, et ce sont des groupes très très puissants encore maintenant, qui ont une influence terrible sur les politiques. C'est très bien raconté, et pas seulement dans mes livres, hein. Il y a eu un film sur Arte, Cholestérol le grand bluff, je le recommande à tout le monde, où c'est raconté ça, et puis personne n'a demandé que le film soit mis à la poubelle, hein. C'est un film avec de très très bons documents. C'est un exemple, hein. Et vous, justement, vous avez consacré votre carrière entière à étudier les maladies cardiovasculaires. On souhaite justement profiter de cette connaissance précieuse qu'on a aujourd'hui avec nous. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour se préserver de ces maladies? Eh bien, il faut savoir quelles sont les causes. Les causes des maladies cardiovasculaires, c'est d'une part une prédisposition génétique, il y a des familles où de génération en génération, on fait des AVC, on fait des infarctus. Donc ça, il faut neutraliser ce facteur génétique relativement rare, mais qui existe. Il faut savoir l'identifier. Et puis, il y a le mode de vie. Et c'est malheureusement lorsque se croisent le facteur génétique et le facteur mode de vie chez une personne donnée, à un moment donné, qu'il y a la catastrophe, c'est-à-dire l'infarctus et l'AVC. Vous voyez? Alors, les facteurs génétiques, je vais aller très vite, ça s'étudie, hein, il faut du temps, il faut que le médecin ait le temps, et les médecins n'ont pas le temps. Hein, il faut fabriquer, si je puis dire, l'arbre généalogique. Ah d'accord.
Eh oui, ça prend du temps, ça, hein. Vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, vos oncles et vos tantes et vos grands-parents, et là, vous construisez un arbre Faut passer des généalogique. coups de fil, avoir des conversations avec les membres de sa famille, essayer Alors, de récolter non, l'info? non, 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 vous prenez que l'information donnée par le patient ou son conjoint, si le conjoint a accompagné le patient ou la patiente. Vous voyez, voilà. Alors, après, les gens peuvent se poser des questions et aller demander à leurs parents, à leurs tontons, à leurs grands-parents, est-ce que tu as eu ci, est-ce que tu as eu ça? Mais ça, en général, avec un entretien un peu prolongé avec un couple, par exemple, ou une personne malade, on arrive à avoir un arbre généalogique suggestif. Ensuite, on fait une prise de sang pour vérifier un certain nombre de paramètres qui sont évocateurs d'une prédisposition familiale, donc génétique, aux maladies cardiovasculaires. Et quand on Donc trouve ça, que c'est c'est génétique, est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'on peut corriger ça? non, non, non. Alors, la plupart de ces facteurs peuvent être modifiés un petit peu par le mode de vie. Hein, je vais vous donner un exemple, le fibrinogène, hein, c'est génétiquement déterminé en partie, mais si vous fumez, alors votre fibrinogène il monte, et comme le fibrinogène, c'est la molécule à partir de laquelle on fabrique un caillot, un thrombus dans la coronaire, hein, c'est très important. Donc, tous les fumeurs ne font pas des infarctus, mais un fumeur qui a une tendance, une prédisposition à avoir un fibrinogène élevé, Mmh. il se met en danger. Bon, je vous ai donné cet exemple, mais il y en a d'autres. Hein, par exemple, l'homocystémie, des choses comme ça. Mais ce sont des facteurs qui sont génétiquement déterminés en grande partie, mais aussi avec une partie mode de vie. Donc, en modifiant le mode de vie, on peut les modifier, mais il y en a d'autres, comme par exemple la lipoprotéine petite a, hein, que les cardiologues, moi, dans les études, notamment à Lyon, donc dans les années 80, je mesurais déjà la lipoprotéine petite a. Et c'est seulement maintenant que les cardiologues commencent à découvrir ce vrai facteur de risque d'infarctus, qui est la lipoprotéine petite a quand elle est trop élevée. Et pour vous donner une idée, hein, au CHU de Grenoble, ils ne la mesurent toujours pas, D'accord. parce que les cardiologues ne le demandent pas. Ouais, ouais, ouais. Bon, mais ça se mesure en ville. Les laboratoires de ville, eux, ils ont compris qu'il y avait là un chiffre d'affaires, donc ils le mesurent. Même chose pour l'homocystéine. Alors, on n'est pas toujours capable d'abaisser ces paramètres, mais on sait les neutraliser. J'en vois comme ça tous les jours. Vous voyez, l'hypoprotéine petit a, ça dépend du reste du mode de vie, donc on n'a pas parlé du mode de vie. C'est fondamental. Les maladies cardiovasculaires sont des maladies du mode de Mais vie. parlons-en alors du mode de vie. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, les choses ont changé récemment. Hein, dans notre société, par rapport aux années 60-70, les choses ont beaucoup changé. Alors, à l'époque, si vous voulez, il y avait 3 facteurs de mode de vie qui étaient catastrophiques. C'était le tabac, notamment chez l'homme d'âge moyen. C'était le sédentaire. C'était des gens, c'était une époque d'explosion économique du système capitaliste. Et par conséquent, notamment aux États-Unis, madame était à la maison, mais monsieur, il travaillait 7 jours sur 7. Vous voyez, et il fumait, il travaillait beaucoup, il était stressé, le téléphone, etc. Et donc, c'était des gens qui étaient sédentaires. Alors, ils fumaient, ils bougeaient pas, hein, c'était le lit, la table de la cuisine, le fauteuil de la voiture, le fauteuil au travail, souvent avec un ascenseur, et puis retour au canapé le soir pour regarder la télé. Vous voyez, c'était des gens complètement sédentarisés qui étaient quasiment immobiles tout en fumant. Vous voyez, c'est toute une génération, c'est mes parents, hein, qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale, les manques. Quand je suis né, il y avait des tickets de rationnement, vous voyez, donc les tickets de rationnement aussi aux États-Unis. Donc, quand l'économie s'est développée et que enfin on a eu du beurre et des œufs, les gens se sont jetés dessus. Donc, vous voyez, le beurre autrefois c'était un aliment de luxe, mais dans les années 70, on mettait du beurre dans la poêle pour faire revenir la côte de porc. Et non, c'était des habitudes alimentaires catastrophiques. Donc, vous voyez que les gens, ils ont compris, grosso modo, autour des années 90, progressivement, évidemment, à partir des années 80,
Un, qu'il fallait pas fumer, deux, qu'il fallait bouger, trois, qu'il fallait changer les habitudes alimentaires. Pour les habitudes alimentaires, j'ai joué un rôle très important en publiant en 1994 les résultats d'un premier essai clinique montrant pour la première fois qu'on pouvait réduire de façon considérable, c'était une réduction de 70% du risque cardiovasculaire en changeant les habitudes Et alimentaires. vous valorisez un régime alimentaire très important qui est le régime alimentaire méditerranéen. Et oui, c'est ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on a fait. Et dans nos essais cliniques, on a comparé les habitudes alimentaires méditerranéennes, grosso modo ceux des Grecs, des Italiens, des Espagnols et des Provençaux, avec les régimes anti-cholestérol qui étaient préconisés dans les hôpitaux universitaires. Ça, c'était extraordinaire. C'était vraiment le régime anti-cholestérol contre le régime méditerranéen. 60% de réduction du risque avec le régime méditerranéen sans avoir d'effet sur le cholestérol. Sans effet sur le cholestérol. Le régime méditerranéen, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est et quels sont ses bienfaits? Alors, juste pour être, on va dire, complet. Quand nous avons publié nos résultats, il y a eu deux sortes de réactions. Oui, je suis passé sur TF1, je suis passé sur Antenne 2, etc. On revoit les images. Non, c'était dans les années 90, 94, 95. On revoit les images dans le film de Arte, Cholestérol de Grand Blanc. Ouais, on revoit ça. Je suis tout jeune, etc. Bon, peu importe. Mais il faut bien voir qu'il y a eu deux types de réactions. Il y a ceux qui disaient, ça y est, on a enfin quelque chose là. Et puis il y a ceux qui disaient, too beautiful to be true. Trop beau pour être vrai. Alors aujourd'hui, en 2025, c'est-à-dire pratiquement 30 ans plus tard, plus personne ne conteste ce que nous avons dit. Parce que ça a été confirmé par d'autres équipes en Australie, en Scandinavie, aux États-Unis, en Italie, en Espagne. Absolument partout. Et donc, partout. Il y a pas une seule étude négative. Vous voyez, tout le monde n'a pas travaillé comme nous, mais c'est tellement fort comme protection que ça a été confirmé partout. Alors, au-delà que le régime, l'alimentation méditerranéenne est absolument délicieuse, j'aimerais que vous nous disiez quels sont ses bienfaits. Alors, les bienfaits ne se résument pas à la diminution du risque cardiovasculaire. C'est aussi nous qui, pour la première fois, en 1996, avons montré qu'on avait moins de cancer quand on avait des habitudes alimentaires méditerranéennes. Là aussi, ça a été complètement confirmé. Moins de cancer, moins de diabète, moins de dépression, le déclin cognitif lié à l'âge moindre, etc., moins d'Alzheimer. C'est la bonne santé. D'accord. Alors, on mange quoi exactement avec ce régime alimentaire? Alors, vous avez deux types d'habitudes alimentaires méditerranéennes. Vous avez les traditionnelles, celles que nous avons étudiées dans les années 70-80. Et puis, les sociétés évoluent, les mentalités évoluent. Et nous aussi, on a modernisé. Vous voyez, c'est ce livre, c'est le nouveau régime méditerranéen. Et puis, il y a un aspect absolument fondamental qui est marqué là aussi, c'est pour protéger notre santé, mais aussi protéger la planète. C'est les aspects que je qualifierais d'environnementaux sont fondamentaux. Quand vous mangez méditerranéen, que vous le faites vraiment et vous le faites bien, vous protégez votre santé, mais vous protégez la planète aussi. Évidemment, il y a une réduction drastique des aliments d'origine animale. D'accord, donc on mange moins de viande. Le Méditerranéen n'est pas végétarien, mais il réduit considérablement. Vous voyez, j'ai connu une période où on mangeait de la viande midi et soir. Oui, à tous les repas. À tous les repas, oui. Donc le Méditerranéen, il n'a jamais fait ça. Et puis les produits animaux, ils servaient à donner du goût, mais c'était surtout ce qu'il y avait autour, les pommes de terre, les pâtes, et puis, je sais pas, moi, chou-fleur, les brocolis, etc., les haricots verts, etc. Vous voyez, et puis on mangeait beaucoup de céréales. Le Méditerranéen, c'est quelqu'un qui mange du pain. Alors, l'Italien, à l'époque, il mangeait des pâtes à chaque repas. Alors juste pour avoir quelque chose d'assez concret et imagé, docteur, je vais vous demander de nous décrire l'assiette parfaite selon vous. Qu'est-ce que vous mettez dans cette assiette?
un Méditerranéen, que ce soit un monsieur ou une dame, c'est quelqu'un qui fait 3 repas par jour, hein, qui prend un petit déjeuner, un dîner, et c'est pas de la frugalité, mais c'est jamais excessif. D'accord. Ok. Donc, ce qui est basique, hein, c'est que c'est des habitudes basées essentiellement sur les plantes. Et la première des plantes, c'est le blé. Donc le pain d'un côté, et puis les pâtes chez les Italiens. Chez les Espagnols, ça sera plutôt le riz, hein, typiquement la paella. Chez les Grecs, hein, ça sera plutôt la pomme de terre. Et ça dépend des endroits. Mais vous voyez, en ce moment, dans nos sociétés, on fait la guerre à ce type d'aliments. On fait la guerre au C'est ce sucre. que j'allais vous dire justement. C'est absurde. C'est absurde. Non. Le Méditerranéen, il mange du blé, sauf s'il est intolérant au gluten. Mais dans ce cas-là, il va manger des pommes de terre, il va manger du riz, mais il va s'arranger. On trouve toujours des solutions. Mais c'est vraiment la base du repas. Ensuite, évidemment, il y a des légumes. Alors, quand je dis légumes, c'est pas les légumineuses, hein. Alors, il faut faire la différence. Les légumes, le Méditerranéen, c'est sa salade, des tomates, des poivrons, des oignons, vous voyez, le concombre, l'aubergine, la courgette, tout ce qui est typiquement méditerranéen, y compris les artichauts, y compris les fleurs, y compris le brocoli, tout est bon. Et ils mangent ça avec un peu de protéines. Alors, ça peut être des protéines animales, hein. On peut très bien manger un peu de viande. C'est plutôt les viandes blanches. Mmh. Hein. Le Méditerranéen, si vous voulez, c'est important à comprendre ça. Il vit au bord de la mer, et au bord de la mer, c'est rare qu'il y ait des prairies. Tout à fait. Et pour avoir des vaches, il faut des prairies. Donc, le Méditerranéen, il va plutôt se servir chez les gallinacés, les poulets, les canards, s'il y a une mare, et puis ça sera du lait de brebis ou du lait de chèvre, et non pas du lait de vache. Et donc, le Méditerranéen, c'est quelqu'un qui mange beaucoup de fromage, beaucoup de produits laitiers. Vous voyez, les gens vous disent pas de sucre, pas de lait. Mais non, le Méditerranéen, il mange des hydrates de carbone, hein, mais sous forme de céréales, souvent des céréales complètes. Il a les fibres, très important pour le microbiote intestinal. Et puis les fromages, les yaourts, c'est plutôt de brebis ou de chèvre. Et les premiers consommateurs de fromage au monde, ce sont les Grecs. Ils mettent de la feta absolument partout. Et les deuxièmes consommateurs au monde de fromage, ce sont les Italiens, avec pas de médias. Vous voyez, bon, après c'est les Français. Ok. Bon, mais les Slaves mangent beaucoup de yaourts, les Français aussi. Vous voyez, donc les produits laitiers sont absolument pas condamnés. Plutôt des viandes blanches, donc des œufs. Hein, là, c'est un aliment formidable. Alors ensuite, on mange des fruits. Alors c'est des fruits de saison en général, mais le Méditerranéen, il est un peu comme la fourmi dans La Cigale et la fourmi, il fait sécher ses fruits pendant l'été. Il mange des abricots secs, il mange des raisins secs pendant l'hiver. Et puis, il accumule des noix, des amandes, des noisettes. Vous voyez, il mange ça toute l'année. Et en saison, il va manger des fruits frais. Mais les Méditerranéens, je vous donne un exemple, ils ont des agrumes toute l'année. J'ai travaillé avec des équipes siciliennes sur les agrumes, c'est-à-dire orange, citron, mandarine, etc. Pratiquement, ils ont en Palerme, il y a des oranges toute l'année, presque toute l'année. Vous voyez, le raisin, c'est pas simplement quelques semaines à l'automne. Ils ont du raisin longtemps. Voilà. Donc, ce que vous nous dites, docteur, c'est que les pâtes et le pain sont bénéfiques pour la santé. Bien sûr. Mais j'imagine que dans ce cas, le blé doit être de très bonne qualité et sans pesticides. Alors, là, vous abordez une autre question, c'est le bio. Oui. Oui, mais forcément, hein, comme nous le disons là, il faut protéger la planète, mais il faut protéger notre santé. Et là, en ce moment, il y a dans les pays d'Europe une régression extraordinaire. Il y a des lois nouvelles qui permettent aux agriculteurs de remettre des pesticides dans les champs. Mais ça, c'est une régression. Mais oui, il faut manger le bio. Essayez.
Oui, ben, le bio, il coûte cher hein, au supermarché. Finalement, avec tout ça, docteur, est-ce que vous êtes favorable au bilan régulier pour prévenir plutôt que guérir? La médecine préventive, si vous voulez, c'est devenu une véritable épidémie dans nos sociétés. Pourquoi? Parce que si on veut prévenir, c'est-à-dire empêcher une maladie avant qu'elle apparaisse, alors il faut multiplier les examens complémentaires. Oui, je sais pas moi, par exemple, il faudrait faire une mammographie tous les ans. Si c'est monsieur, il faudrait lui faire une IRM de la prostate tous les ans. Vous voyez, Donc et vous êtes alors si c'est contre un la médecine fumeur, préventive? non, je suis pas contre la médecine préventive, mais il faut redéfinir complètement le type de médecine que l'on veut faire. Vous voyez, c'est pas possible de faire une mammographie tous les ans, c'est absurde. Des frottis tous les ans, ça coûte trop cher. Et vous voyez que là, on est face à un problème majeur en ce moment. Les médias ne parlent que de ça, mais l'assurance maladie est en déficit permanent, et cette assurance maladie en déficit permanent, elle n'assure pas pourtant une qualité de santé tout à fait exceptionnelle. Alors, regardez aux États-Unis, il y a un déclin de l'espérance de vie. Et donc, il faut repenser. Et puis, si l'assurance maladie est en déficit, c'est vos impôts qui vont servir à payer ça. Vous voyez? Donc là, on est face à de nouveaux défis. Quel type de que je suis pas grand la médecine, mais comment organiser, comment faire une médecine préventive qui soit à la fois vraiment efficace et qui ne soit pas trop coûteuse pour la société. Vous voyez, donc mesurer le cholestérol tous les mois, ça c'est de l'argent gaspillé. Bon alors docteur, on a parlé de beaucoup de sujets, c'est absolument passionnant, mais si on devait retenir une seule chose de cet entretien, ça serait quoi selon vous? Alors, le problème évident, c'est que la médecine qu'on peut espérer, ce que j'appelle moi la médecine de précision, dans ce livre, eh bien, elle n'est pas pratiquée à l'heure actuelle. C'est une médecine on va dire, systématique, avec des protocoles. Quand vous allez à l'hôpital, pratiquement, vous ne voyez jamais le chef du service. Vous voyez des seniors, des internes, et ils appliquent des protocoles, ce qu'ils appellent les recos, hein, les recommandations. Et ça, c'est une médecine. Alors, il y a heureusement des infirmières, des aides-soignantes qui sont extraordinairement actives et humaines, mais le côté médical, en ce moment, c'est devenu essentiellement de la technologie, des images, des examens complémentaires. Alors, bien sûr, il y a des progrès dans ces domaines et il faut former les médecins et c'est difficile, etc. Mais là, je pense qu'on est à l'aube d'une espèce de révolution de la médecine. C'est bien, c'est plutôt optimiste alors. Il le faut. Oui, vous avez partagé votre expertise et je vous en remercie. Mais vous savez, il y a aussi une dernière partie dans le Manal Show, c'est la partie des questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible à ces questions. Je vous vois faire la grimace, c'est pour ça que ça m'a un peu perturbée. Pour apprendre à mieux vous connaître, docteur. Des questions un peu fun et décalées. Je vois que vous vous méfiez. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Ça dure pas longtemps, 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, allez-y. Alors, c'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? Gymnastique. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie? La médecine de précision. Quelle musique écoutez-vous en ce moment? Richard Strauss, les opéras de Richard Strauss. Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer? Il n'y en a pas. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer? En montagne. Si vous pouviez inviter une personne à votre table pour déjeuner, n'importe qui sans limite, qui choisiriez-vous? Mes enfants. Quel est le... Avec mon épouse. Ah oui, il ne faut pas oublier l'épouse quand même. Ah, bon. Un dîner en famille. Je fais rien sans mon épouse. Je fais rien sans mon épouse. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Spinoza, L'homme qui a tué Dieu. Et celui qui vous a fait perdre votre temps? Il n'y en a pas. Quel est votre talent caché? Il n'y a rien, je suis une personne banale. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non,
Je suis comme Spinoza, je crois en la nature. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser? Il n'y en a pas. Pas de mauvaise habitude. Non. Alors vous êtes parfait. Non, c'est une mauvaise habitude de mon point de vue. Je me suis débarrassé de toutes mes mauvaises habitudes. J'en ai, à mon âge, il était temps. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné? J'étais un très mauvais élève au lycée et mon grand-père a dit plutôt que d'aller en apprentissage, faites-le redoubler. Et le pire conseil, celui que vous n'auriez jamais dû suivre? Acheter une moto. Quelle est votre Madeleine de Proust? Quelque chose qui vous rappelle votre enfance? Chanel numéro 5. Ah oui. C'était le parfum de ma maman. Ah, je comprends. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité? Alors, je vais dire les choses différemment, mais très rapidement. J'ai un problème, c'est que je ne vois pas certaines choses que tout le monde voit. Mais inversement, je vois souvent des choses que personne d'autre ne voit. Ah, ça c'est un super pouvoir. Ben non, parce que je rate beaucoup de choses que tout le monde voit. Bon. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut? Je suis un peu petit. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir? Oui. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à mes questions rafales. Et en plus, les réponses sont ultra sympas. Des réponses auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Dernière question, signature du Manal Show. Quelle est la leçon apprise ces dernières années qu'on n'apprend pas à l'école? Je pense qu'on a, après la pandémie, on a eu un problème sociétal majeur et comme beaucoup de mes concitoyens, je pense qu'on peut plus faire confiance à personne. Ouais. La confiance a été rompue. Oui. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors, je sais que vous avez écrit de nombreux livres. Je crois que celui-ci est le dernier en date, c'est bien ça? C'est pas celui-ci. Non. Oh mince, c'est celui-là. Je me suis trompée. Concernant les maladies cardiovasculaires et leur prévention, c'est celui-là le dernier. Mais d'abord, il y en a un qui va sortir et qui s'appelle La vérité sur le vin. Mais le dernier que j'ai sorti, c'est un livre qui résume la question de la niveau. C'est-à-dire, j'ai refait l'historique et posé les questions principales. D'où sort le virus? Est-ce que les réactions des autorités sanitaires ont été correctes? Est-ce que les vaccins sont efficaces? Est-ce que les vaccins sont toxiques, etc. Mais on trouve ça sur Amazon. D'accord, très bien. Nous, on mettra évidemment tous les liens en description de cet épisode. Je voulais aussi vous féliciter pour tous ces livres parce que c'est un vrai travail d'écrire des livres. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie et vous en avez écrit une vingtaine, il me semble. Qu'est-ce qui vous motive autant à écrire des ouvrages comme ça? J'ai une facilité à écrire. Au début, c'était un peu dur, mais maintenant, je peux écrire un livre assez rapidement. Et ce qui me motive, évidemment, c'est la question sociale. Quand vous publiez un livre comme ça sur la diète méditerranéenne, vous savez que vous rendez service. Ouais. Et celui-là aussi. Vous voyez, c'est un livre qui est beaucoup lu, mais le problème, c'est que je n'ai pas de confrontation avec la médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle a complètement décroché par rapport aux questions que moi je soulève. Mais bon, voilà, c'est les bas. Je vous remercie encore une fois, docteur Michel Delorgeril, et je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup, merci de votre invitation.